Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique, votre émission. Plus que quelques jours avant la fin de cette année 2024, les temps passent si vite que l'on ne se rend pas compte qu'il file. En tout cas, le temps, lui, il est immobile, mais c'est nous qui filons dans les temps. C'est les moments des bilans, c'est les moments des remises en question, c'est les moments des regards rétrospectifs pour voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Mais en tout cas, moi, j'en profite déjà pour vous souhaiter à vous toutes et à vous tous des vœux de Noël, anticipativement, certes, mais en tout cas, bonne fête de Noël 2024, mais surtout aussi pour la nouvelle année que nous allons commencer, 2025. Nous vous souhaitons, en tout cas, soyez heureux, soyez forts, soyez résilients dans un pays aussi complexe que le Congo. Parce qu'il s'agit de faire un peu les bilans, mais c'est aussi en même temps le moment de célébrer ceux qui se sont engagés et qui sont dans le désengagement. 25 ans, voilà le temps qu'a duré l'œuvre d'une personne que nous allons entendre aujourd'hui. Il s'est engagé à titre personnel, alors qu'il n'en était ni mandaté par l'État, ni par la population pour faire ce qu'il a fait. Il a donc construit une école qui est très très connue à Lubumbashi, qui s'appelle Collège La Référence. Cette école vient de fêter les 25 ans d'existence et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau son promoteur. Il n'est peut-être pas connu pour ça, mais il est connu pour d'autres choses. Merci, Monsieur Lems Kamoyan, bonsoir. Bonsoir Willy. Merci donc d'être là, d'accepter cette discussion de fin d'année. Je vous ai pratiquement un peu forcé pour venir parler du sens de votre engagement. J'ai parlé de 25 ans parce que c'est le collège La Référence qui a fêté cette année. Je voudrais aussi parler d'autres choses que vous faites, mais vous le faites tout cela dans un cadre, la Fondation Humanité. Comment un homme économiste, cadre de l'État, directeur de cabinet par-ci par-là, directeur général d'une entreprise publique, opérateur économique prospère, accepte à utiliser son temps et ses moyens pour la promotion des plus faibles. Ici, j'entends la promotion des enfants. Comment est née d'abord la Fondation Humanité? Merci pour cette question. Je dirais que la Fondation Humanité est née dans le contexte de la pandémie à Covid-19. Comme on le sait, pendant cette pandémie, elle a laissé derrière elle une crise sociale et économique sans précédent. La plupart de nos semblables étaient confrontés à d'énormes difficultés dans leur survie. Alors, on devrait puiser dans notre essence d'humanisme pour voir comment venir en aide à ces personnes, à de nombreuses personnes qui se trouvaient en situation de vulnérabilité. Donc, c'est là qu'on s'est dit, on ne peut pas regarder nos semblables mourir comme ça ou bien souffrir comme ça. Est-ce qu'il y a moyen de mettre en place un véhicule qui nous permet de voir ceux qui ont le peu de moyens qui peuvent être collectés pour assister ceux qui sont dans les besoins et qui sont en train de traverser une situation précaire. Parce que nous devons les rappeler, les buts pour lesquels les mortels sont passés du néant absolu au royaume des lettres, c'est de travailler ensemble dans l'amélioration du monde et de vivre dans la concorde et l'harmonie. Comment moi je peux être heureux chez moi pendant que celui qui est à côté de moi, il manque même un petit rien à mettre sous la dent. Comment on peut laisser beaucoup d'enfants se retrouver en situation où ils ne peuvent pas accéder à la scolarité. C'est ce sens d'humanisme, de compassion par rapport aux externalités négatives de la pandémie à Covid-19 que nous avons pris la décision de mettre en place la Fondation Humanité. Vous êtes donc, par rapport à la Fondation, vous êtes à la 3e, 4e année. Ça, c'est là, oui. Nous terminons la 3e année, nous commençons la 4e année. Vous venez de dire quelque chose sur laquelle je vais revenir rapidement. Vous avez parlé du royaume des lettres. Dans un monde où l'être lui-même est malheureusement passé à côté, c'est l'avoir qui triomphe. Le royaume des lettres peut-il être remonté en surface alors que toutes les choses qui se construisent aujourd'hui se font sur le pouvoir de l'avoir?
Je pense, sans rentrer dans ces questions qui ont une dimension purement philosophique, ce qu'il faut considérer quand on parle du royaume des lettres, quand on voit un humain, on sent en lui ce sens de compassion, ce sens d'humanisme qui se dit, écoutez, vous ne devez pas vous regarder vous-même, regardez ce qui se passe autour de vous. Ne voyez pas seulement votre confort personnel. Le bonheur, tout comme le paradis, il faut y aller ensemble, pas seul. Alors, donc la Fondation Humanité, elle est relativement jeune. Mais vous, M. Lems, je vais vous dire que ça fait 25 ans que vous êtes... en tout cas, vous avez initié une école. Il y en a d'autres, mais on va en parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a motivé à l'origine la mise en place de cette école? Voilà. Donc, la création de l'école, pourquoi? Donc, je dirais notre engagement dans le secteur de l'éducation. Oui. Parce que vous voyez, dans la vie, on considère l'éducation comme étant le principal ascenseur social. Si tu veux aider une personne à devenir quelqu'un de responsable et de respectueux dans la vie, il faut l'éduquer. Il faut le former. S'il est formé, il est éduqué, il y a un double bénéfice qui en sort. D'abord, pour lui-même, parce qu'il va être une personne distinguée dans la société. Et ensuite, vous augmentez le nombre de personnes qui, par leur savoir, peuvent contribuer à la transformation et au développement du monde. Parce que l'ignorance est une maladie. On ne peut pas atteindre les progrès de la civilisation mondiale s'il n'y a pas de personnes qui sont suffisamment éduquées et formées. C'est pourquoi nous nous sommes dit, si on a peu de moyens, comme les peu de moyens, on ne peut pas les distribuer à une poignée réduite, mettons ces peu de moyens dans un instrument qui peut contribuer à former des milliers, des multitudes, des personnes que nous lançons sur les chemins du bonheur et des personnes qui peuvent contribuer à donc au développement et à la transformation du monde. Voilà ce qui nous avait poussé de pouvoir créer l'école pour canaliser les peu de moyens, et cela est considéré comme notre contribution à l'humanité. Vous en parlez facilement aujourd'hui, mais je suppose qu'il y a 25 ans, vous aurez pu acheter un bus, mettre un bar, peut-être pourquoi pas vous lancer dans un business. Mais l'école, c'est pas rentable. Pourquoi est-ce que vous avez vraiment fait ça? Pourquoi, au-delà du fait que vous voulez aider les gens par humanisme, mais vous êtes un économiste, vous savez que tout investissement doit finir par avoir un coup d'opportunité. Il y a peut-être une dimension spirituelle que les gens ne voient pas. Tout bénéfice n'est pas toujours matériel, il peut être spirituel. Et lorsqu'il est spirituel, il peut donner de meilleurs résultats que les bénéfices matériels qu'on tire directement. Imaginez-vous quand vous aidez les gens à étudier. Votre grand bénéfice, c'est-à-dire vous voulez voir des personnes évoluer dans leur vie. Combien de prières s'élèvent vers les cieux sur vous par rapport à toutes ces personnes? Et combien de portes que Dieu peut vous ouvrir parce que vous avez réalisé quelque chose de positif. C'est en ce sens-là, quand nous voyons l'école, on ne voit pas un business. Nous voyons plutôt notre contribution à l'humanité, aider des personnes à devenir des responsables, à contribuer au développement de l'humanité. Et nous sommes rassurés que Dieu qui voit notre intention, qui voit notre engagement, va nous bénir et nous ouvrir d'autres portes. Il y a toujours un équilibre. Lorsqu'on donne de la main droite, on ne peut pas dire qu'on a perdu à gauche. On ne sait pas combien on récupère à gauche. Il y a quelque chose qui m'intrigue un tout petit peu. Beaucoup de gens agissent dans la société. Mais quand ils agissent, ils ont comme finalité, donc comme destination de leur action, certains c'est leur famille, d'autres c'est leur commune, d'autres c'est leur province, d'autres leur tribu, voire même leur pays, d'autres leur race. Vous faites comme finalité l'humanité. Vous prenez vous estimez que les actions que vous posez ont comme finalité de toucher l'humanité. Quelle ouverture d'esprit! Oui, effectivement, c'est l'inspiration religieuse qui est la mienne. Vous savez que nous sommes des Bahaïs. En tant que Bahaïs, on nous dit nous devons être heureux, pas seulement parce que nous avons voulu promouvoir notre tribu, notre village, mais pour la promotion du monde entier. C'est ainsi que nous voyons l'humanité, parce que nous disons, cette humanité que nous avons, c'est un patrimoine que nous partageons en commun.
Et nous sommes tous les enfants d'un seul Dieu. Nous sommes tous des êtres humains. Alors les actions que nous devons poser, nous devons les poser en faveur de cet ensemble de l'humanité parce que les actions des uns affectent celles des autres. Et aujourd'hui, on voit que l'humanité devient un grand village. Nous sommes pratiquement au courant de tout ce qui se passe à travers le monde entier. Et que les crises qui se passent à l'extérieur ou les développements qu'il y a à l'extérieur, nous en sommes aussi soit bénéficiaires, soit aussi victimes. Voilà. Donc nous devons alors aider l'humanité. Voilà. Alors nous allons, pour illustrer un tout petit peu les propos qui sont dits aujourd'hui, nous avons cité le collège de la référence de Lubumbashi au quartier Bel-Air. Nous allons prendre juste quelques minutes de quelques témoignages parce que l'école existe et ce n'est pas une fiction. Elle est effectivement en train de fonctionner et son résultat est apprécié par les bénéficiaires. Nous allons suivre en quelques minutes ces quelques extraits d'un documentaire d'ailleurs que nous diffusons l'intégralité sur Géopolis Télévision. Mais ici, nous suivons quelques minutes. Suivons. Le Lubumbashi, la gigantesque ville du cuivre, affectueusement appelée Wantashi. Située au cœur du quartier Bel-Air, Faraja 31, le Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, est une école d'inspiration Baha'i. Est un cadeau offert par le digne fils du pays, soucieux de l'avenir meilleur des enfants de Lubumbashi, qui a été inspiré par les écrits du messager des dieux, Baha'u'llah, qui souligne que la principale nécessité, la plus urgente, est la promotion de l'éducation. Il est inconcevable qu'une nation parvienne à la prospérité et au succès sans se préoccuper de ce problème capital et fondamental. L'ignorance est la cause principale du déclin et de la chute des peuples. Voilà ce qui l'a poussé à s'investir dans l'éducation en faveur de tous les enfants en créant cette école d'inspiration Baha'i. J'ai choisi cette école parce qu'il y avait beaucoup de gens qui évoluaient très bien. Il y avait des gens qui grandissaient en comprenant d'autres choses à partir du collège et mes parents avaient voulu de m'encadrer au collège de la référence parce qu'il y a de bons exemples, de bons enseignants et une bonne éducation. Ayant la vision d'ouvrir les enfants au monde extérieur, le collège adopte et met un grand accent sur le bilinguisme. C'est ainsi que nous nous sommes dit, la formation théorique nous la donnons, la formation pratique nous la donnons. Il faut aussi que les enfants qui quittent ici soient bilingues. Ils sont aptes de pouvoir s'adapter partout où ils seront. Si un enfant peut aller étudier ailleurs, dans un pays anglophone, il sera à l'aise. S'il va dans un pays francophone, il sera à l'aise. White. White. White color. White color. Thank you. How are you, my friend? I'm fine, thank you. You're fine, thank you. Okay, I see you with a good smile. What's your name? My name is Benita. Benita? Okay. On apprend l'anglais par le fait de l'importance de l'anglais. Vous savez que c'est la première langue parlée au monde et par conséquent, la langue des affaires et qui ouvre beaucoup d'opportunités. Vous n'allez pas vous en douter. How old are you? I'm 11 years old. 11 years old? Yes. You are too young. Where do you study? I study at Reference Primary School. In which grade? In grade 6. Grade 6? Yes. Who's your English teacher? My English teacher is Mr. John. Okay, I'm so happy. Thank you. Thank you. La maternelle, c'est comme on le dit, nous encadrons les enfants de 3 à 5 ans. C'est un bloc à part qui fonctionne avec 3 classes. Première maternelle, deuxième maternelle et troisième maternelle. Il arrive des fois, les 2 classes sont scindées aussi en 2. On peut avoir 2 classes par degré. Pour moderniser l'enseignement et faciliter l'assimilation, surtout aux enfants depuis la maternelle, chaque classe est dotée d'un grand écran plat qui sert de projection pour certaines leçons. C'est ainsi qu'on a mis à leur disposition une salle dite salle d'intuition. Ici, chez nous, à la maternelle, nous accueillons les enfants à partir de 3 ans et nous les libérons à 5 ans pour qu'ils aillent à l'école primaire.
Cette école donne la joie à tous les parents qui y amènent leurs enfants. Nous savons que le premier pas de l'enfant dans les études, c'est à l'école maternelle. C'est pourquoi nous prenons vraiment très au sérieux la présence de tous les enfants que nous avons ici chez nous. C'est ainsi que nous avons mis à leur disposition une grande salle qu'on appelle la salle d'intuition. Dans cette salle, nous trouvons presque tous les matériels didactiques. Et c'est une salle dans laquelle, lorsque les enfants ont besoin de suivre une leçon modèle, et lorsqu'une éducatrice amène les enfants dans la salle d'intuition, ils peuvent entrer dans la salle sans que l'éducatrice ne parle. Les enfants observent et chaque enfant découvre déjà ce que l'éducatrice veut dire. La particularité du collège La Référence, c'est que nous concilions la théorie avec la pratique. Quand les enfants apprennent la théorie, l'école a des laboratoires où les enfants peuvent aller maintenant s'exercer pratiquement ce qu'ils ont appris dans les salles de classe. Ce qui fait que toutes les options que je viens de vous citer ont des laboratoires. Voilà, en tout cas, c'est passionnant, c'est beau quand on parle des enfants. Quand on voit ce qui a été mis en place, ce n'est pas quelque chose de simple, mais en même temps, c'est magnifique. Ça vous fait quoi? C'est 25 ans que l'école existe. Oui, c'est un signe de satisfaction. La première chose, c'est glorifier le Seigneur pour ce parcours qui a été réalisé quand on regarde la distance parcourue. J'avais commencé cette école, j'étais très jeune. Aujourd'hui, qu'on ait ses 25 ans et tenir avec tout ce qu'on a connu comme soubresauts, difficultés. Il fallait vraiment avoir ce sens d'engagement pour dire il faut qu'on atteigne. Vous avez dit vous-même que vous êtes de foi Baha'i, mais c'est un abbé catholique qui dirige l'école. On peut donc comprendre que, évidemment, vous vivez ce que vous faites. C'est l'humanité. Oui, exactement. Parce que, est-ce que les religions peuvent opposer les gens? Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous tous, nous prions les mêmes dieux. Chacun, il a un moyen par lequel il prie Dieu. Mais nous tous, nous convergeons vers la même source qui est Dieu. Alors, nous devons fréquenter les disciples de toutes les religions dans la joie. Et nous devons travailler ensemble pour l'amélioration du monde. On ne peut pas avoir de barrières et de frontières parce que tel est musulman, tel est chrétien, tel est bouddhiste. Non, nous, c'est l'humanité. Nous avons les principes de l'unicité de Dieu et de l'unité de ses prophètes. Pour nous, tous les messagers de Dieu qui sont d'origine divine représentent par essence une seule personne. Voilà. Alors, donc, ça signifie que les enfants viennent à l'école, ils apprennent. Et j'ai été frappé par ce que tout à l'heure a dit la dame là. Elle a parlé d'une salle d'intuition. Oui. L'intuition, c'est pas à l'école qu'on apprend ça. Hein. L'école, en tout cas, ordinaire, l'intuition, c'est comme... Vous avez un petit commentaire par rapport à ça? Oui, exactement, parce que les philosophes disent que tout savoir, c'est une réminiscence. Oui. Chacun là où il est, c'est comme vous. Quand on vous voit animer une émission, on sent qu'il est né avec ça. Ça vient aisément. Maintenant, l'école doit aider à découvrir, à dénicher ces talents-là. Alors, dans la salle d'intuition, quand nous mettons les différents matériels didactiques, vous y amenez des enfants, vous allez voir que chacun sera attiré par quelque chose qu'il porte en lui-même. Voilà. Et ça nous permet d'orienter les enfants. Donc l'intuition va montrer à l'enfant c'est à quoi il est un peu attiré. Voilà. Alors ça nous permet de dire aux parents, votre enfant, voilà comment il faut l'orienter. En tout cas, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, les parents, eux, ils n'ont pas hésité pour vous féliciter. Nous allons suivre un parent. Nous allons suivre quelqu'un qui a réagi par rapport à ce qu'il a vécu avec l'école Collège de la Référence. Suivons. Référence est l'une des écoles qui organise des journées portes ouvertes dont l'objectif est de permettre aux parents de découvrir le niveau et les talents de leurs enfants. Ils sont reçus à l'école et font des tours dans des salles de classe pour suivre les exposés de leurs enfants dans différents domaines. J'ai visité aussi le labo des filles qui ont fait la couture. Hein. J'ai vu de jolies coutures, de bons modèles. On m'a montré drapage, c'est trop facile, un peu compliqué, mais c'est le nouveau style. Et j'ai apprécié, j'encourage les parents à amener les enfants. On peut peut-être croire que c'est au camp, mais il y a une bonne information. J'invite beaucoup de parents, venez et cherchez le meilleur pour vos enfants. Merci. J'ai commencé mes études
au collège La Référence, depuis la maternelle jusqu'à obtenir mon diplôme d'État. J'ai poursuivi mes études à l'université, j'ai fait la psychologie du travail. Je suis dans la vie professionnelle, je travaille à une entreprise où je suis bien apprécié par rapport à la formation que j'ai. Voilà, nous allons. Je vous ai dit que ces documentaires existent. Nous le diffusons régulièrement sur nos antennes parce que c'est un exemple à suivre. Je vous ai dit l'essence d'un engagement. Vous avez quelque chose entre vos mains, ne les jetez pas. Regardez autour de vous qui peut avoir besoin de vos déchets. Parfois, nous avons l'impression de ne pas avoir besoin de ce qui est entre nos mains parce que nous l'avons suffisamment utilisé. Voyez-vous, vous avez mangé une banane, vous prenez vous jetez. Mais quand les pelures là, de la banane tombent par terre, c'est un festin pour les insectes. Exactement. Donc, soyons conscients qu'il n'y a rien qui soit irrécupérable dans la vie, que vos surplus deviennent quand même la fête pour ceux-là qui en ont. Je reviens un peu sur vous, M. Lems, parce que l'éducation, c'est un fondamental. Alors, c'est comme un îlot, hein, quand je regarde ce que l'on forme dans votre école. Autour de nous, les enfants sont totalement, presque, je peux dire, laissés pour compte. Vous fonctionnez, mais en même temps, ce que vous faites là, c'est une mission régalienne. C'est une responsabilité de l'État. Est-ce que vous avez des contacts avec l'État? Est-ce que votre école, d'une certaine manière, vous collaborez au travail? Parce que c'est à l'État de former ces cadres, c'est former les hommes. Est-ce que vous avez un pont avec l'État? Parce que vous aidez l'État. Effectivement, d'abord, pour commencer, on est une école agréée. Nous avons l'agrément et nous suivons les programmes nationaux. Quand bien même nous essayons un peu de les moderniser, d'ajouter avec d'autres programmes à caractère international, notamment l'anglais et autres. Ça, c'est déjà une chose. Notre école, il est à la fois le centre pour les TENAFEP, les TENASOSPE, et même un centre des examens d'État. Et là, vous trouvez même dernièrement, ça a même été érigé en un centre de correction de certaines épreuves à caractère national. Donc, nous sommes vraiment... et avec les inspecteurs, chaque année, nos enseignants sont recyclés par les inspecteurs. Quand il y a évolution dans les programmes, en début de chaque année, on prend 2 semaines pour le recyclage de tous les personnels enseignants. Et ça, nous nous adressons souvent aux inspecteurs qui viennent le faire. Et la collaboration, elle est parfaite parce que nous ne devons pas être déconnectés de l'État. Est-ce que vous recevez l'appui de l'État? Non, pas du tout. Jusque-là, on n'a jamais eu l'appui de l'État. Vous l'avez demandé? Oui, mais ça ne vient pas. Mais on ne se fatigue pas. Il ne faut pas se fatiguer. Oui. Parce qu'il faut y aller. Mais vous êtes quelqu'un combatif. Alors, évidemment, ceci ne vous a pas empêché d'aller ailleurs, d'aller faire une autre école. Parce que vous voyez, c'est ça aussi. La référence, c'est à Lubumbashi. Voilà, vous venez de faire une autre école qui s'appelle l'École internationale Enfants du Monde. Pouvez-vous nous en parler? Oui, donc cette école, c'est une école que j'ai reprise. Parce que les propriétaires de cette école, c'est une école qui a déjà une trentaine d'années. Il avait vu mon expérience, comment j'ai géré une école à distance. Parce que j'ai commencé mon école, la référence en 1999, 99. Et 4 ans après, je suis arrivé à Kinshasa. Mais j'ai continué, pendant les 21 ans, j'ai continué à gérer cette école à distance. Alors, il était séduit de voir comment quelqu'un peut gérer une école à distance et qui est en train de toujours prospérer. Et comme il était aussi bail comme moi, il m'a dit non, je préfère. C'était un couple des Iraniens qui avaient cette école. Alors, ils m'ont dit nous préférons te céder cette école pour que tu maintiennes la qualité de l'éducation. Parce que pour nous, l'éducation, comme j'ai dit, ce n'est pas du commerce. C'est vraiment un engagement spirituel, social, éduquer les gens. Il a préféré qu'on garde ces fondamentaux-là. Il m'a demandé si je pouvais reprendre cette école. Donc ça fait maintenant 5 ans que j'ai été obligé de prendre cette école. Quand je l'avais reprise, il n'y avait que la maternelle, l'école primaire. Mais depuis lors, on a rajouté la section secondaire. Et cette année, on va amener nos premiers finalistes aux examens d'État. Oh, magnifique. Et l'école se trouve dans quelle partie du pays? Ça se trouve à Bukavu, au Sud Kivu. C'est là que se trouve cette école, l'École internationale Enfants du Monde. Vous avez compris, donc les succès emportent les succès, la détermination
Nous allons aller au Sud Kivu parce qu'il faut quand même que nous voyons aussi cette école internationale Enfants du Monde. Vous voyez, nous allons suivre dans quelques minutes quelques images de cette école. Suivons. L'école internationale utilise un programme national enrichi par d'autres programmes. C'est pourquoi nous parlons que nous sommes une école internationale. C'est pourquoi nous utilisons quelquefois des manuels de programme importés de la Belgique, de la France, de l'Angleterre et consorts. Dans l'internationalisation de l'école, nous avions adopté un système bilingue qui prend en compte la langue française et la langue anglaise. Les deux langues font partie des langues de communication, des langues d'enseignement au sein de l'école internationale Enfants du Monde. Cela permet toujours à l'école à répondre à ces normes internationales. Et comme vous voyez ici, ça c'est une jupe qui a été confectionnée par nos élèves ici même, de la deuxième coupe et couture. La jupe en question, elle a été brodée par notre machine que vous voyez ici. C'est la broderie industrielle. Donc, avec la machine ici, on peut juste avoir des images qu'on peut imprimer. On peut l'utiliser manuellement, tout comme on peut l'utiliser automatiquement. Une fois qu'on a l'image dans l'ordinateur, avec les logiciels de la machine en question, on peut mettre l'image dans un flash et directement, on peut les mettre juste ici. On peut les mettre ici. Et après, on va juste cliquer et la machine va exécuter le travail. Je m'appelle Graïla Kacha Antonia, je suis en deuxième année coupe et couture. Dans l'atelier, nous avons des sortes de machines. Il y a la machine semi-industrielle. La machine que nous utilisons le plus, c'est la machine mécanique. Mais j'aime plus la machine semi-industrielle, ça facilite le travail. J'ai déjà fait beaucoup de choses. Les jupes que nous portons, de robes fillettes pour les enfants. Nous avons aussi fait des chouchous. Nous faisons beaucoup de choses dans cette section en fait. Je suis l'infirmier responsable de cette infirmerie. C'est l'infirmerie de l'école internationale Enfants du Monde. Cette infirmerie nous aide à traiter, à donner les premiers soins aux enfants qui étudient dans cette école internationale Enfants du Monde. Nous sommes au laboratoire des sciences de l'école internationale Enfants du Monde. Ce laboratoire des sciences a toujours servi non seulement les enfants de l'école internationale Enfants du Monde, mais aussi les élèves des autres écoles. Ici, le savon produit de la mousse, cela veut dire que la réalisation a été réussie. Voilà. Ici, le savon que nous présentons a été réalisé par les élèves de 7e en faisant des mélanges, tout simplement l'huile de palme et la soude. Bref, dans notre laboratoire de l'école internationale Enfants du Monde,
nous concilions les différentes théories à la pratique. Pas seulement aux élèves de la section scientifique, cela commence au niveau de l'éducation des bases. Qu'il soit à la maternelle, au primaire ou au secondaire, l'école internationale Enfants du Monde, pour assurer une bonne qualité de l'enseignement, elle met un accent particulier sur le support ainsi que le matériel didactique. L'encadrement serein de la part des enseignants et le choix des jeux adaptés donnent non seulement plaisir aux enfants, mais aussi assurent leur protection. Dès la maternelle, les enfants sont appelés à suivre certaines séquences documentaires en différé. Dans chacune des classes, il y a un écran plat géant. C'est pour ces genres de séances afin que l'enfant se trouve déjà dans des réalités qu'on peut avoir pensé suivre ailleurs en Europe. On les a ici chez nous. Et là, le mythe des complexes est déjà brisé. Je ne pense pas qu'un enfant, même mon enfant ou votre enfant, qui peut avoir suivi tout un cursus ici à Enfants du Monde, une fois s'il sortait dire non, je vais à Dubaï, je vais à Thaïlande, il ne va pas vous dire que non, ce qu'il a trouvé dans cette école, il ne l'a pas ici à Enfants du Monde. Ça, c'est une manière de rêver grand. C'est-à-dire, même si nous sommes encore à 7 ans, mais nous ne pouvons pas et nous n'avons pas la crainte de dire qu'on peut vivre l'Europe à Bukavu. On peut vivre l'Asie à Bukavu. Et c'est ça même ce que nous pouvons louer dans le chef du promoteur qui a vu un peu anticipativement à travers ses voyages au travers le monde. C'est magnifique. C'est dans notre pays, ce n'est pas ailleurs. Donc il n'y a pas que des mauvaises choses dans ce pays. Enfants du Monde à Bukavu, une bonne expérience. Alors maintenant je voudrais vous demander, vous voyez, nous avons commencé cette discussion sur base des 2-3 idées. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que notre pays a une vocation internationale, une vocation d'ouverture, que le Congo ne pourra se retrouver que quand il saura ce qu'il doit donner. Exact. Et que ce n'est pas en s'enfermant sur nous-mêmes que nous allons sortir la force qui est en nous. Alors, Enfants du Monde, École Humanité, référence, tout ça, ça fait partie d'une vision. C'est laquelle? La vision, elle est grande. Elle est grande. D'abord, il faut rêver grand dans la vie. Il faut rêver grand. Et quand on rêve grand, on se donne un temps. Vous voyez, tout ce qui a été accompli, ce n'est pas en un jour. Tout ce qui est investi, on s'est dit, je suis en train de poser jalon par jalon pour qu'après un certain nombre d'années, je puisse atteindre ces niveaux-là. Comme le disait le directeur des Enfants du Monde, lorsqu'on a une vision, on sait là où est-ce qu'on est en train de partir. Regardez aujourd'hui, à partir de cette école, il y a tous ces parents qui amenaient les enfants à aller étudier à Kigali, au Kenya, ils se disent, mais pourquoi on doit envoyer des enfants pendant qu'on a une école qui peut offrir ça? C'est ça que nous voulons. Montrer que dans ces pays, les gens peuvent se dire, la qualité de l'éducation est en train de se dégrader, mais il faut qu'on dise aussi qu'il y a des écoles qui sont en train de remonter. Voilà. C'est pourquoi même, vous verrez, notre école de Lubumbashi, on l'appelait école à référence, c'est-à-dire le collège de la référence. Nous voulons montrer que là, on peut former quelqu'un et quand il sort, il ne sera pas complexé. Il aura une éducation qui peut rivaliser avec les éducations qui sont données sous d'autres cieux. C'est ça, au fait, la vision qui est là. Donc, former des gens, quand ils terminent, vous avez des véritables ressources humaines. On n'a pas besoin de demander aux parents de dire, pour avoir cette qualité de formation, il faut aller ailleurs. Le monde aujourd'hui, c'est devenu un grand village. On n'a pas besoin les mêmes livres, l'Internet, tout ce qui s'apprend ailleurs, là, on peut l'apprendre ici. On peut l'apprendre ici. Maintenant, on met un cadre qui permet que les gens puissent accéder au même niveau de savoir que les autres. Vous et moi qui sommes ici, nous voyageons à travers le monde. Est-ce que nous sommes complexés? Nous participons à des réunions avec
des gens de tous les pays, mais on n'est pas complexé. Même les Français que nous parlons, on se rend compte que nous rivalisons avec les autres. C'est parce qu'on a été bien formés. Et pourquoi ne pas amener cette qualité d'éducation à un plus grand nombre? Donc voilà, au fait, la vision qui est la nôtre. Alors, deux questions peut-être embarrassantes, M. Lem. C'est vrai que ce n'est pas un business, mais d'où viennent les moyens pour que vous puissiez tenir ces écoles? La qualité, je vois les machines, je vois la qualité du matériel. Je me dis, c'est quand même des choses de haute facture. Ça demande des millions, ça. Ça vient d'où? Vous êtes un héritier d'une grande famille? Non, au contraire, quand vous regardez, c'est comme j'ai dit, à Bukavu, c'est cette année qu'on va amener nos premiers finalistes aux examens d'État. Toutes les écoles, elles ont évolué en progression. Je n'ai pas sorti aujourd'hui 1 million pour bâtir cette école. Donc j'y allais de manière graduelle. Même le collège, j'ai fonctionné comme locataire en quittant d'un lieu à un autre. Jusqu'après 10 ans, maintenant, j'ai construit mes propres bâtiments. Et ensuite, j'avais un plan de développement sur 10 ans, sur 15 ans. Je me suis dit, quand je fêterai les 25 ans du collège, voilà le niveau que je peux atteindre. Et j'ai eu à y aller progressivement. Et vous savez aussi que la pandémie de Covid a été aussi une aubaine pour nous. Parce qu'avec les confinements, j'ai dû racheter les matériels à un prix qui revenait à 20 à 25% du prix, parce que les gens étaient en train de céder. De céder, de partir. Et oui, et parce qu'ils savaient déjà que ce monsieur-là a acheté aujourd'hui une tour, demain il a besoin de ceci. Quand il y a eu ces soldes, ces gens nous ont contactés pour dire pourquoi pas. Venez prendre ce que nous avons. Mais on a équipé au fur et à mesure. Par exemple, à Bukavu, là, nous avons 4 options qui sont complètement équipées. Avant de lancer l'autre option, nous devons nous arranger. Maintenant, d'où viennent les moyens? D'abord, il y a une partie, c'est l'épargne générée par les surplus que l'école peut générer, qui est réinvesti. Donc, je n'ai pas fait ça pour me mettre l'argent dans les poches. Tout ce qui est payé, s'il y a des surplus, on les réinvestit dans l'école. C'est déjà une partie du financement. L'autre partie, c'est l'épargne personnelle, à travers mon travail. C'est là que je vous ai expliqué au départ que peut-être j'ai peur dans l'éducation, mais vous ne savez pas comment Dieu m'ouvre d'autres portes qui me permettent... Les fonctions, vous les avez déjà aussi assumées assez. J'ai assumé suffisamment de fonctions où j'ai été quand même relativement mieux payé. Et je n'ai pas d'argent en banque, mais je ne rêve que les écoles et tout ce qu'il y a les surplus, on l'a réinvesti dans les écoles. Autre chose... Mais ça a été fait de manière quand graduelle. On s'engage... on ne peut pas dire ça l'humanitaire. Non, moi je rappelle ça un engagement pour l'humanité. C'est différent de l'humanitaire. C'est l'humanité. Alors, quand on s'engage comme ça, on est une étoile, ça brille. Et généralement, dans le monde de notre pays, quand vous brillez comme ça, vous attirez l'attention de tout le monde, de tous les prédateurs, voire même de bons et de mauvais. Alors, la politique, parce que les politiciens peuvent dire, bon tiens, cet homme-là est un leader, il a une influence relative dans certains coins. Pourquoi ne pas entrer carrément en politique et obtenir peut-être des dividendes? Pourquoi vous n'avez pas accepté d'entrer en politique directement? Oui, bon, j'ai toujours... D'abord, il y a 2 choses. Ce qu'il faut considérer dans un premier temps, je suppose qu'il y a toujours une division du travail dans un pays. Si nous faisons tous la politique, c'est comme dans l'armée. Il y a des généraux, il y a des lieutenants, il y a des fantassins, il y a des pilotes de chasse. Donc, il faut qu'il y ait une répartition pour que le pays avance. Parce que si nous tous, nous faisons la politique, nous allons dégarnir les autres secteurs de la vie et l'avancement du pays ne sera pas bon. Donc, il y en a qui font la politique, il y a d'autres qui n'ont pas de vocation politique, mais qui peuvent aussi évoluer dans d'autres segments. Et c'est ce qui crée l'équilibre. Beaucoup de gens pensent que quand vous commencez à émerger dans un domaine, la finalité, c'est être glissé en politique. Pas forcément. Bon, on peut y arriver. Par exemple, là, moi, aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un, quand il a suivi ça, il a fait un commentaire, il dit, pourquoi ne pas en faire un ministre de l'Éducation? Vous voyez, parce que si on voit quelqu'un qui, à partir de ses maigres moyens, il organise les choses convenablement, il les fait durer, on s'est dit, bon, les jours qu'on lui donnera les moyens de l'État, il peut les faire pour tout le monde. Pour tout le monde. Ça peut venir comme la reconnaissance de ce que vous avez fait. Donc, je ne deviens pas là comme un politique, mais comme un homme d'État qui dit, je prends mon expérience, je les mets au bénéfice du grand nombre. C'est pourquoi il y a cela, on n'aime pas forcément rentrer dans cet engagement politique. Et aussi, on est plus à l'aise quand on n'a pas de couleur politique, il y a un peu la neutralité. Sinon, demain, il y a des parents qui vont vous dire, non,
Si jamais les écoles là-bas, c'est pour tel politicien, je vais faire sa publicité. Mais je crée un cadre qui permet à tout le monde de venir sans pour autant qu'il ait des partis pris. En tout cas, vous avez raison. Je sais que les minutes nous incombent, sont en train d'arriver à la fin. Mais une question peut-être qu'on va me demander par les Kinois. Il a fait ça à Bukavu, il a fait ça à Lubumbashi, et à Kinshasa, il n'a rien fait. Ils me poseront cette question. Et je leur répondrai. Effectivement, à Kinshasa, on est là. Dans le cadre de la Fondation Humanité, nous avons construit les complexes scolaires Humanité. Et vous savez, là où nous l'avons implanté, en Gomba Kinkusa. Peut-être vous et ceux qui nous suivent, ils ne savent même pas situer où se trouve Gomba Kinkusa. C'est où, évidemment? Voilà. Quand vous allez à Upen, derrière le marché, vous prenez Marine. Quand vous terminez Upen, vous descendez là dans les ravins. Dans les ravins, là. Ouais. Il y a un quartier là, c'est vraiment un quartier qui est d'abord enclavé, en proie avec des érosions. Pour y accéder, c'est un parcours de combattants. Et les enfants qui sont là doivent faire 4-5 km pour trouver de bonnes écoles au niveau des UPEN. Ils bravent toutes les intempéries. Et les parents, et quand il pleut, vous n'êtes pas sûr que les routes vont rester telles qu'elles sont parce qu'elles se ferment avec les érosions. Et c'est là que la Fondation Humanité a choisi pour dire pourquoi ne pas implanter une école dans ces milieux pour permettre que ces enfants qui sont dans ces coins puissent aussi avoir accès à une éducation de qualité plutôt qu'aller la chercher un peu plus loin. Et là, nous avons construit cette école, complexe scolaire Humanité. Nous sommes à la 2e année scolaire de cette école. On a commencé par la section maternelle et primaire la première année. Cette année, on a intégré l'éducation de base. Et l'année prochaine, on va commencer les classes des humanités progressivement. D'ici 5 ans, on pourra amener nos premiers finalistes aux examens d'État. Et nous y allons progressivement. En tout cas, on ne peut que vous féliciter. Moi, je vous promets que la prochaine fois, la 2e émission, parce qu'on n'a pas montré cette école, nous irons avec M. Lems sur place. Nous ferons cette émission sur place pour montrer que cette idée, cette vocation éducationnelle, ce sens de l'engagement, il l'a tenu jusqu'au bout. Et nous voulons montrer. En fait, par rapport à ce que nous avons dit dans l'effort de solidarité, je vous promets donc une autre émission Chemin Critique, mais celle-là, nous la ferons à partir de Gomba Kinkusa. Gomba Kinkusa. Voilà. Et on ne va pas nous avoir. Hein, vous connaissez aussi Gomba Kinkusa parce que l'équipe de Géopolis va aller sur place. Je pense que toute l'équipe va nous accompagner. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Nous avons voyagé dans l'engagement d'un homme. Nous avons voyagé dans le travail d'un homme. Ce n'est pas le travail qu'il fait au quotidien, mais c'est le travail qu'il fait de manière permanente. Parce que l'éducation, c'est un fil qu'il ne faut pas briser. Maintenant que nous arrivons à la fin de cette année, certainement que les enfants à Lubumbashi, à Bukavu, à Kinshasa, voire même dans le monde, vous ont suivi et se disent, maintenant c'est lui. C'est donc lui le porteur de la clé qui nous a ouvert l'univers du savoir. Quel message vous adressez à cette population, à tous ces jeunes? Oui, d'abord, c'est les remercier de la confiance qu'ils ont manifestée en choisissant d'être formés dans nos écoles. Les enfants et leurs parents surtout qui les ont amenés là-bas. Et nous, dans toutes nos écoles, pendant ces vacances, on ne laisse pas les enfants vagabonder. On organise des colonies de vacances qui sont à la fois éducatives et festives. Donc ça nous permet encore de maintenir un peu la main sur les enfants et pour éviter qu'ils ne perdent totalement les pédales. Donc dans chacune de ces écoles, il y aura des colonies de vacances. On a fait une bonne expérience en juillet en Gomba Kinkusa. On a organisé cette colonie de vacances. J'ai cherché des gens de bonne volonté qui ont amené une machine de crémerie, une machine de popcorn. Vous savez que j'ai eu des témoignages qui m'ont fait vraiment du bon au cœur. Un enfant qui me dit merci, c'est pour la première fois de ma vie que je peux manger une crème. Alors j'ai trouvé d'autres qui m'ont dit que c'est pour la première fois qu'ils peuvent monter sur un toboggan. Donc quand nous le faisons, nous organisons les cadres et nous demandons à certains membres de la fondation d'amener tous ces équipements, pas les facturer au prix de la Gombe, mais de demander 500 francs, 1000 francs. Et ça permet quand même à ces enfants aussi de se réjouir et de participer. Donc, je leur souhaite une joyeuse fête de nativité et surtout une bonne et heureuse année 2025 parce que ce sont nos partenaires dans ce cadre de ces projets éducatifs. Merci, M. Lems Kamwanya, président de la Fondation Humanité.
d'avoir été à Chemin Critique. Nous avons voyagé ensemble avec vous et là, je suis pratiquement ému vers la fin de cette émission. Je voudrais simplement vous dire et vous rappeler, avant de jeter ce dont vous n'avez pas besoin, regardez autour de vous s'il n'y a personne qui peut encore en avoir besoin. Ne jetons pas ce qui peut servir à d'autres, des fils, en tout cas des supports pour l'humanité. Nous sommes tous des êtres humains, tous créés à l'image des dieux. Il n'y en a pas un qui est plus que les autres. Voilà le mot de la fin pour cette émission. Je vous souhaite encore une fois d'heureuses fêtes de Noël et bonne année 2025. Chaque jour est une vie. Prenez le bon côté et avancez. Au revoir. Au revoir. Merci.